So, when and where did you start your social work practice? J'ai débuté en travail social en 1958 à la Société de l'enfance. C'était un temps où il n'y avait pas de baccalauréat en travail social. Et on embauchait des diplômés au niveau du baccalauréat. Alors, j'ai commencé comme ça à la Société de l'enfance. Maintenant, je pourrais parler longtemps sur comment ça fait ça. Je me suis trouvé là, à la Société de l'enfance. C'est une série de coïncidences incroyables. Mais on va en parler dans une autre question que vous avez. Donc, mais j'ai débuté là, sans formation aucune en travail social. So, what was your primary area of practice? Jusqu'en 1968, j'ai surtout œuvré dans les interventions auprès des individus, les couples et les familles. Autant au Canada qu'aux États-Unis, où j'ai travaillé plus tard. Oui, c'est surtout ça mon champ de pratique initiale. So, what drew you to the social work profession? That's the question. Eh? Ça, c'est la question très difficile à répondre pour moi. Lorsque j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis posé la question, est-ce qu'on choisit une profession où on est choisi? Dans mon cas, j'étais étudiant en médecine. Je jouais au hockey pour les GGs de l'Université d'Ottawa. Et j'ai eu une commotion cérébrale sérieuse en juin au hockey. Et j'ai dû hospitaliser pour plusieurs semaines et même quelques mois de réadaptation. Alors là, je n'ai pu compléter ma session d'hiver, la session de printemps. Et j'avais des problèmes financiers majeurs, évidemment. Alors là, je me posais la question, j'ai besoin d'un emploi. Je me trouve de l'argent. J'ai vendu des souliers, des magasins de souliers. J'ai vendu de l'assurance. Je cherchais tous les moyens pour survivre. J'ai rencontré par hasard quelqu'un qui travaillait à la Société de l'enfance et qui m'a décrit qu'est-ce qu'il faisait. Qui travaillait auprès des enfants abusés, qui étaient placés dans les foyers nourriciers du côté de Hull. Dans ce temps-là, les enfants étaient placés là, à Gatineau, à côté de Hull. Il m'a dit d'appliquer à la Société de l'enfance. Moi, tout mon passé, toute ma préparation est en sciences et en philosophie. Alors, quand je suis arrivé, c'est Mary Sinclair qui m'a interviewé. Une femme rigoureuse et très, très consciencieuse, qui m'a passé toutes sortes de questions, sur les comportements humains. Je lui ai dit que je n'étais pas trop sûr quoi lui dire, mais je pouvais lui vendre une assurance vie. Je connaissais ça un peu là, en farce. Mais là, je pense que la coïncidence est encore devenue plus bizarre. Le programme de maîtrise en travail social à l'Université d'Ottawa se donnait à St. Patrick's College. Et se donnait en mois de juin. Puis moi, je travaillais à la Société de l'enfance. Alors, le directeur m'a suggéré d'appliquer au programme durant le mois d'été. Puis, il m'offrirait un emploi à temps partiel pour on appelait ça courir après les pères Putative Fathers. Les gens qui ne payaient pas les frais reliés à la fait qu'il y avait. Alors, j'ai appliqué à la maîtrise et j'ai réappliqué à la faculté de médecine. Mais à la fin, au mois d'août 1960,
le directeur de Sainte-Pat's, l'école de service social de Sainte-Pat's, m'a dit que j'avais gagné une bourse qui m'aiderait à couvrir les frais minimaux, et très minimaux, de mes études à la maîtrise. Puis j'ai pas eu de bourse pour retourner à la médecine. Alors c'était un peu... alors je me suis dirigé vers ça, vers la maîtrise en travail social. Mais j'ai toujours gardé un intérêt pour les sciences, puis la philosophie, comme vous allez voir plus tard dans les questions probablement que vous allez me poser là-dessus. Mais c'est une attraction. Et j'avais un côté humanitaire aussi qui venait du fait que dans l'Abitibi, où je provenais, j'étais né dans les années de la Grande Dépression. Il y avait une très grande pauvreté. Je suis l'aîné de 14 enfants. Et mes parents n'étaient pas riches, là. C'était une très grande pauvreté dans les années de dépression. Alors, je ne pouvais pas compter sur l'appui financier de mes parents. Alors, c'était rare que quelqu'un poursuive des études après la 7e année ou encore plus la 12e année. Au moins, vous deviez devenir prêtre. Et 4 de mes frères et moi avons été recrutés pour devenir prêtre. Alors, je dois une grosse... en fait, je dois remercier les Oblats de m'avoir permis de poursuivre des études, parce que ça n'arrivait pas dans le Nord de poursuivre des études. Autrement à moins que tu aies une classe un peu plus riche. What was it like to practice in the years prior to the professionalization or legislation creating the College of Social Work? Il est très intéressant d'étudier le développement de l'identité et des pratiques du service social en relation avec le contexte social, en relation avec l'évolution de la profession. Dans les années où j'étudiais à Sainte-Pat's, le programme était essentiellement néo-freudien. Psychologie du moi, ego psychology, avec une touche d'approche thomistique, Saint Thomas. C'était enseigné par les Oblats, alors ça se comprend. Avant chaque classe, on disait la prière. C'était un programme qui était axé essentiellement sur l'individu, les aspects intrapsychiques des problèmes. Très, très peu de notions d'oppression, de genre, d'orientation sexuelle. On était un peu des thérapeutes psychosociaux, à la Florence Hollis. Puis on mettait beaucoup d'accent sur la façon dans laquelle on pouvait aider à travers de la relation entre les personnes, l'empathie, l'écoute active. Et on était évalués énormément. On faisait ce qu'on appelait des recordings. Il fallait tout écrire le contenu de nos entrevues qu'on avait avec les clients. Fait qu'on était un peu psychanalysés. Si on arrivait à temps pour un cours, on pensait on résistait. Si on arrivait plus tôt, on était un peu névrosé. Puis si on avait à temps, on était compulsif. Fait qu'on ne pouvait pas gagner. On était dans un système d'analyse des problèmes qui impliquaient énormément les individus. Certains de nous pensaient, dans les années 70, à la pratique privée. Ils voulaient une certaine autonomie. Ils commençaient à avoir aussi une compétence. Et quelques-uns y sont allés en pratique privée. Et dans mon temps, c'était surtout ces gens-là qui voulaient une professionnalisation de la profession.
Mais les choses ont changé après les années 70, avec l'impact des sciences sociales, des concepts qui ont pénétré le cours, la théorie des systèmes, la théorie des rôles. Soudainement, on prenait conscience qu'il y avait des changements qui se proposaient. Is there a social contribution or accomplishment that you're particularly proud of that you'd like to share? Oui. J'ai des choses que je suis très fier. Je suis fier d'avoir, à l'Université d'Ottawa, un programme de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en service social à l'École de service social de l'Université d'Ottawa, dont je suis le directeur fondateur, avec une équipe formidable. On ne fait pas ça seul, la mise en place d'un programme. Jamais. Alors, je suis très fier de ça. Je suis aussi très fier d'avoir développé, encore avec d'autres gens très militants, un programme de gérontologie qui a débuté en français et qui est maintenant bilingue. D'ailleurs, le premier cours de gérontologie qui s'est offert dans la région au niveau de la maîtrise était offert à l'Université de Carleton grâce à un cours aussi que j'ai développé avec des étudiants parce que je ne connaissais pas grand-chose en gérontologie. Des étudiants comme Beverly, McIntosh et Barbara Burns. Tous les deux, d'ailleurs, je crois que j'ai dirigé la mémoire de recherche. Mais je suis surtout très fier d'avoir reçu d'avoir été reconnu pour ma contribution au niveau de l'éducation sociale, en éducation en service social au Canada en 1998 et d'avoir reçu ce qu'on appelle en anglais le Lifelong Achievement Award in Social Work. Ça m'a très touché d'avoir reçu ça. Je suis fier de ça. Given what you know now, is there anything you would do differently in your career if you could go back in time? Ma première réaction à cette question-là, j'ai dit pas réellement. J'ai pas vraiment quelque chose que j'aimerais changer. J'aime pas regretter le passé, j'ai pas. Mais je pense que j'ai pu incorporer dans ma pratique, dans mes enseignements et ma recherche, ce qui m'avait attiré à la médecine avant, ou les sciences. J'aime beaucoup les sciences encore, et la philosophie. Et j'ai enseigné des cours comme des fondements théoriques en travail social, où j'examinais la philosophie des connaissances, la philosophie des pratiques, et j'ai enseigné la recherche aussi. Alors, je pense d'avoir atteint certains objectifs humanistes que j'avais aussi quand j'étais jeune, d'aider les gens et de développer la connaissance pour avoir des interventions qui vont éliminer la pauvreté, les inégalités sociales. Et je pense avoir aidé dans cette situation-là. Alors, ce n'est pas des choses que je voudrais changer. Si je pourrais changer quelque chose, si j'aurais eu plus d'argent, comme on dit, si je n'avais pas une famille aussi pauvre, c'est pas ma faute, puis pas la faute de mes parents, j'aurais peut-être complété mes études plus rapidement. Ça m'aurait pris moins de temps à payer mes dettes. So what were some of the challenges or barriers you worked to overcome, and who were your allies? Un des grands défis que j'ai dû confronter, c'est de mettre en place un programme de travail social au niveau de la maîtrise à l'Université d'Ottawa dans un temps extrêmement difficile en Ontario, des coupures majeures imposées par les gouvernements Harris, les Ray Days et autres. Puis, mettre en place un programme dans ce contexte-là, c'était quasiment impossible à croire. Mais il y a quelqu'un qui a cru. Il y a eu beaucoup de gens dans la communauté, l'Association des travailleurs sociaux. Mais une personne en particulier, c'était Carolyn Andrew,
qui est une militante bien reconnue, une professeure remarquable, qui a cru dans le programme tout le long. Mais je dois avouer que le Conseil de planification sociale d'Ottawa a aidé à mettre des très grandes pressions sur l'université pour qu'on mette en place un programme en français. Maintenant, l'historique de ça, c'est que moi, j'ai fait toutes mes études en anglais, parce qu'il n'y avait pas de maîtrise, il n'y avait pas de programme en français, en travail social, en dehors du Québec. Il n'y avait aucun programme de doctorat au Canada à part de celui de Toronto. Alors, plusieurs d'entre nous ont dû s'expatrier aux États-Unis pour poursuivre des études, ce que j'ai fait. Mais moi, je ne parlais pas français, anglais du tout, avant de poursuivre ma maîtrise. Alors, on pourrait jaser longtemps là-dessus. Là, qu'est-ce que c'est d'écrire un texte en anglais avec des traductions. Puis mes professeurs ont eu beaucoup de plaisir à lire mes travaux lorsque j'étais à maîtrise, parce que c'était pas mal spécial, la traduction. Un autre un défi majeur que j'ai dû subir, c'est d'avoir enseigné à Détroit, à Wayne State University, dans un programme spécial pour les étudiants noirs et les groupes minoritaires. Le défi que j'avais surtout, c'est de faire cela durant les émeutes raciales de 1968, 1967-68. Je demeurais en banlieue de Détroit. Je devais conduire, passer la banlieue et arriver dans le centre de Détroit, où l'université était située. Et je voyais toute cette pauvreté-là incroyable. Mais je sentais que j'acceptais pas ça, mais je le voyais comme citoyen, pas comme travailleur social. Je voyais ça comme, c'est très savoir, il faut faire quelque chose, mais moi j'enseignais la thérapie psychosociale de l'individu, de la famille et du couple. Alors, je sentais un décalage. Mais après que les émeutes ont commencé, plusieurs de mes étudiants, leur maison était détruite, brûlée. Puis là, je m'apercevais que ça ne marchait plus, là. Mes enseignements, mes pratiques ne m'aidaient pas à comprendre la situation raciale. Puis là, j'ai été obligé de prendre une prise de conscience. C'est pas arrivé rationnellement, c'est arrivé subitement, que ma pratique, que mes fondements de la pratique étaient dépassés. Parce qu'il y avait des problèmes systémiques d'inégalité majeure, puis je travaillais encore avec des individus avec une approche très intrapsychique, très... Là, il fallait que je fasse un changement, puis j'essayais de comprendre le système, mais le système, c'est à quoi? Alors là, j'ai décidé, avec d'autres aussi, on a embarqué dans toutes sortes de groupes, qu'il fallait que je poursuive des études pour essayer de comprendre cette problématique-là. Alors, c'est comme ça que je suis entré au doctorat. Je revenais de l'Université d'Ohio State, où j'avais appliqué pour le doctorat lorsque Martin Luther King s'est fait assassiner. Et cela m'a très, très, très affecté. Et j'essayais de... Là, ça ne marchait plus. C'est là, en fait, que j'ai décidé de poursuivre des études, puis là, il fallait que je change. Do you have anything else to add? Yep. Alors, ça, en plus d'avoir été ébranlé par cette aventure-là à Détroit, je suis allé faire mes études à Bryn Mawr College, qui est une université d'élite pour les femmes aux États-Unis. C'est une université très reconnue. Et c'était une université, d'ailleurs, où Florence Hollis avait gradué. Mais je ne le savais pas. Le doctorat était essentiellement un doctorat de sciences sociales appliquées et de recherche sociale. C'est là que j'ai découvert, pour la première fois, que j'entendais parler de féminisme.
Et c'était Gloria Steinem et Betty Friedan qui donnaient un séminaire à lequel j'ai assisté. Et j'avoue que j'étais dépassé. J'étais le seul homme là. Et j'étais complètement abasourdi par ce que j'entendais. Alors, je voulais ajouter ça parce que des fois, le contexte où on est nous aide à nous éveiller nos consciences. Alors, j'oublierai jamais ça. C'est une expérience remarquable. So, any words of wisdom you'd like to share with today's social workers? J'ai enseigné un cours qui s'appelait Les fondements théoriques de l'intervention en service social pour au moins 25 ans. Et au début de chaque session, et à la fin de la session, je disais aux étudiants que les travailleurs sociaux travaillent dans un contexte d'incertitude, avec des problèmes sur lesquels il y a très peu d'accord ou de consensus sur la causalité de ces problèmes-là. Que ce soit la schizophrénie, la pauvreté, il y a toutes sortes de théories qui sont lancées pour expliquer les problèmes dans lesquels les travailleurs sociaux sont confrontés. Et très peu d'évidence scientifique pour prouver que c'est les travailleurs sociaux qui éliminent ces problèmes-là. Parce qu'on s'attendait à cela, surtout dans les années 80, on voulait, 70-80, on voulait faire evidence-based practice. On voulait une pratique qui était basée sur la science. Puis même des programmes ont été fondés à l'Université de Toronto à un certain temps, avec evidence-based practice. Moi, je dis aux étudiants qu'il faut apprendre à vivre avec l'incertitude, avec créativité et humilité, et découvrir son identité avec l'autre, avec les personnes avec lesquelles on travaille. On n'est pas des experts qui règlent la pauvreté, qui éliminent le problème de santé mentale. On est des gens qui accompagnent, des gens qui agissent, des gens qui sont des avocats, advocates auprès de ces besoins-là. Alors, ce que je suggère, c'est que notre identité, elle est structurée, autour de notre engagement à la justice sociale, à débattre contre les inégalités sociales et comprendre qu'il y a une idéologie qui est sous-jacente à nos interventions. On n'y échappe pas, mais il faut en être très conscient. Alors, je ne sais pas si c'est de la sagesse, mais c'est plutôt une réflexion qui remet en question un peu l'image que parce qu'on a des études avancées dans un domaine, cela ne veut pas dire qu'on est les experts. On est des gens, peut-être, qui ont pris l'art d'écouter, qui ont pris l'art de poser des vraies questions. Et peut-être c'est pour ça que j'ai résisté longtemps à vouloir aller en pratique privée moi-même, parce que je pensais qu'il faut être avec d'autres pour aider l'autre. On ne peut pas juste agir, je ne sais pas quel auteur qui avait dit ça, man is no island, not an island. It takes a village to create a man, an individual. So, on a ce besoin de l'action collective. L'action est essentielle pour la pratique.